À tous et à toutes d'être présents ce soir. Donc ceci est la 3e édition du séminaire Énergie, Climat, Développement de l'AFD, l'Agence française du développement. Alors, les séances précédentes, nous avions eu en première séance Alain Grandjean, en deuxième séance Hervé Le Treut, et puis en troisième, nous avons maintenant aujourd'hui la joie et l'avantage d'accueillir Jean-Marc Jancovici. Alors il y a une unité profonde dans ces différents orateurs, puisque Jean-Marc et Alain se connaissent bien, puisqu'ils sont tous les deux co-directeurs, cofondateurs de la société Carbone 4, qui est la société de conseil sur le carbone, l'énergie et le climat en France, comme vous le savez tous et toutes. Et Jean-Marc est également le président du think tank The Shift Project, le TSP. Jean-Marc a contribué au débat national sur la transition, au comité des experts sur le débat national sur la transition, qui était présidé par Alain. Et donc les deux compères étaient déjà présents sur ce terrain-là. Et Jean-Marc, comme vous le savez, est très présent sur la question du débat sur la transition énergétique, les différents mix énergétiques que nous pourrions choisir ensemble collectivement pour la France à horizon, disons, 2035, avec des positions que vous allez certainement découvrir. Voilà, le thème de ce soir... Je ne dois pas en parler, c'est pas grave. La question qui m'a été posée, c'est quels enseignements tirer de la COP21. Voilà, le thème de ce soir, c'est quels enseignements tirer de la COP 21. Et on n'a pas donné plus de contraintes à Jean-Marc, sachant que de toute façon ça ne sert à rien, pour nous parler de cette question. Voilà, le temps qu'on installe les slides sur l'ordinateur qui est compatible avec le vidéoprojecteur, on va pouvoir passer la parole à Jean-Marc. Donc les règles du jeu, c'est que Jean-Marc, tu nous parles 45 minutes. Et puis ensuite, on pourra interagir avec vous, poser toutes les questions que vous aviez envie de poser à Jean-Marc depuis toujours et que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de poser. C'est le moment pour le faire tout à l'heure, après l'exposé de 45 minutes. Voilà, merci. Alors... Où est-ce qu'on trouve la clé dans le bazar? C'est là. Ça doit être là. Voilà. Et ouais, il n'y a pas le... Non, c'est pas ça, c'est... je cherchais s'il y avait l'équivalent de votre présentateur, mais je sais pas... Bon. Donc on va faire ça. Donc tu n'auras aucune possibilité de m'interrompre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, la question qui m'avait été posée, mais comme l'a fort justement dit Gaël, la réponse est raisonnablement indépendante de la question, comme dans toute bonne interview politique. Je vais essayer de vous raconter 3 choses sur ce qu'on peut tirer comme bilan de la COP21, sachant que, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu ou lu dans la presse, un certain nombre de commentaires ont donné l'impression que cet événement avait séparé l'ombre de la lumière, c'est-à-dire qu'avant il y avait un monde qui ne savait pas où il allait, qu'après il y a un monde qui a enfin une voie tracée et un problème qui est déjà à 87,2% résolu. Et je vais essayer de vous montrer que c'est, hélas, un peu plus compliqué que ça. Je vais faire un petit rappel. Alors je suis désolé, je ne sais jamais quel est le pourcentage des gens dans la salle qui sont déjà allés à la messe 3 fois. Donc je vais quand même démarrer par le commencement. Je vais vous rappeler un tout petit peu pourquoi est-ce qu'il y a un tout petit sujet quand on s'occupe de limiter les émissions de gaz à effet de serre et pourquoi c'est pas un truc qu'on fait d'un claquement de doigts. Certains d'entre vous sont peut-être suffisamment vieux pour se souvenir du problème des gaz fluorés et du trou dans la couche d'ozone, qui n'est pas un trou et qui n'est pas une couche, soit dit en passant. Et on s'est mis autour d'une table, on a fait un gentil protocole qui s'appelait Montréal et on a réglé le problème. Alors en ce qui concerne les gaz à effet de serre, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Montréal, c'était un protocole qui concernait un problème qu'on pouvait traiter toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a pris un problème qui était raisonnablement détachable d'à peu près tout ce qu'on faisait par ailleurs. On a mis les gens dans un coin, ils étaient de bonne volonté, le protocole permettait aux gros de tuer les petits, donc tout le monde était content, et le truc a pu être signé.
En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le problème est un peu plus complexe que ça parce que c'est intimement lié à ce qui fait la corne d'abondance qui vous permet de venir dans cette salle à cette heure-ci et non pas d'être occupé à stocker les patates que vous avez cultivées à la sueur de votre front pendant la journée, c'est-à-dire l'énergie à profusion. Alors si je suis un tout petit peu plus explicatif, Mère Nature, en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, nous a fourni des combustibles fossiles qui sont des résidus de vie ancienne. Vous savez, les combustibles fossiles, c'est des fossiles, le dictionnaire a été bien fait sur ce plan. Donc le charbon, c'est des restes de fougères, le pétrole et le gaz sont des restes de microalgues et de plancton. Et ça a été formé grâce à la vie ancienne, la tectonique des plaques et la chaleur interne de la Terre, et c'est parfaitement gratuit. Alors là, je vais commencer à prendre un rebousse-poil, un premier truc que vous avez peut-être déjà entendu dans la vulgate écologique classique, qui est le vent et le soleil sont gratuits, ce qui est tout à fait vrai. La formation du vent et la formation du soleil sont parfaitement gratuits. La formation du pétrole, du gaz et du charbon est tout aussi gratuite. Personne dans cette salle n'a payé le moins de centimes pour que se forment les énergies que je viens de décrire. C'est, je le répète, une petite fraction des 14 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang, qui nous a mis ça à disposition, totalement gratuitement. Donc ce que coûte le pétrole, le gaz et le charbon, c'est la sueur de notre front pour aller le chercher, point barre. Ça ne coûte rien d'autre. Enfin, quand je dis la sueur de notre front, c'est aussi le consentement à s'en défaire pour celui qui a la bonne idée d'être assis dessus. Mais ça n'est que des revenus humains. D'accord ? Donc l'énergie, pour l'extraire de l'environnement, vous ne payez que des revenus humains, l'énergie elle-même, elle est gratuite, quelle que soit l'énergie. Le dictionnaire étant toujours bien fait, les combustibles brûlent. Cette combustion nous a donné les moteurs et la chimie. Et les moteurs et la chimie nous ont permis d'augmenter par un facteur de quelques centaines la puissance d'action de nos carcasses, de nos muscles sur l'environnement, et nous ont ainsi permis de transformer, encore une fois, avec un facteur multiplicatif absolument hallucinant, toutes les autres sources, tout aussi gratuites, soit dit en passant, que Mère Nature a mis à notre disposition en 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang. Et donc nous avons transformé à vitesse accélérée des pierres de carrière, des arêtes de poisson, du bois, etc. Enfin tout ce qu'on a, et du minerai de fer, tout ce qui nous est tombé sous la main, pour en faire toujours à vitesse accélérée tout un tas de trucs sympathiques comme les câbles VGA et moins sympathiques comme les câbles HDMI. Grâce à cette profusion matérielle, nous avons construit un système socio-économique unique et totalement anormal au sens étymologique du terme, c'est-à-dire en dehors de la normale par rapport à ce qu'a été les conditions de vie, ou ce qu'ont été les conditions de vie de notre espèce depuis qu'on est sédentarisé. Vous savez que notre espèce existe en gros, alors les paléontologues s'échinent un peu, mais enfin depuis 100 000 ans, 3 millions d'années si on remonte à Lucie. On est sédentarisé depuis à peu près 10 000 ans. Nous sommes, soit dit en passant, sédentarisés grâce à la remarquable stabilité du système climatique sur la dernière dizaine de milliers d'années. Hein, c'est ça qui fait que nous avons réussi à cesser d'être nomades et à nous sédentariser. Donc c'est grâce à ça qu'on a des villes et un système comptable qui nous occupe tant en ce moment. Donc cette profusion d'objets matériels nous a donné la structure socio-économique et a totalement transformé les métiers. C'est à cause de ça qu'on a 70% des gens dans le tertiaire. C'est à cause de ça que 2% d'agriculteurs nous font manger de la viande à tous les repas. C'est à cause de ça qu'on a fait les villes et qu'on y a mis tout le monde, etc., etc. Quand vous regardez la manière dont un pays s'est physiquement organisé, le premier déterminant que vous allez trouver, c'est son approvisionnement énergétique. Tout le reste est un déterminant secondaire. Cette contrepartie de la transformation, c'est en termes économiques le fameux PIB. Vous savez qu'en économie, il y a plein d'économistes distingués dans cette salle, je suis sûr. C'est une manière de compter la transformation. L'énergie aussi est une manière de compter la transformation. C'est même ça sa définition en physique. Compter l'énergie en physique, c'est compter la transformation. Donc quand vous regardez une modification de prenant place dans notre système productif, vous pouvez toujours la compter de deux manières différentes, avec des euros ou avec de l'énergie. Et vous n'avez pas d'euros sans énergie, jamais. Jamais, jamais. Au pire, entre guillemets, c'est l'énergie de nos muscles. Vous n'avez pas de transformation sans énergie. Alors cette fête perpétuelle, aujourd'hui, bute sur deux limites. Une première, dont on va parler ce soir, très médiatisée, très connue, qui est la contrainte aval du système. Je mets dans l'atmosphère des gaz dits à effet de serre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre? En termes strictement scientifiques, c'est un gaz qui présente des raies d'absorption dans l'infrarouge émis par la Terre. C'est ça un gaz à effet de serre. Hein. C'est une définition scientifique très précise. Leur existence est connue depuis 1 siècle et demi.
il y a un siècle et demi, il n'y avait pas de climato-sceptiques parce qu'il n'y avait aucun enjeu à être climato-sceptique. Il y a des climato-sceptiques depuis que ça contrarie les envies ou les égos de quelques-uns que le changement climatique soit une réalité. Mais on ne devient pas climato-sceptique parce que la science est devenue fausse. La science qui est à la base de cette affaire, très très vieille, Fourier, le premier, a identifié le fait qu'il y avait un effet de serre dans l'atmosphère, ça date d'il y a 2 siècles. Les gaz à effet de serre principaux ont été identifiés il y a 1 siècle et demi. Et il y a plus d'1 siècle qu'Arrhenius a fait le bon calcul d'ordre de grandeur sur ce qu'on est en droit d'attendre sur le système climatique d'un doublement du CO2 dans l'atmosphère. La science est très vieille. Ce qui est très récent, c'est de comprendre que ça peut contrarier les envies ou les goûts d'un certain nombre, y compris du consommateur, que ça soit une réalité. Donc le changement climatique, très médiatisé, parce que toute la production est sur la table. C'est des chercheurs qui travaillent. Le chercheur, Gaël le sait bien, son métier, c'est de rendre public ce qu'il sait. Alors quand je dis rendre public, ça ne veut pas dire que tout le monde comprend. Ça veut dire que tout est à disposition des tiers, parce que c'est grâce à ça qu'il est reconnu. On a un autre sujet qui, lui, est beaucoup moins médiatisé, mais qui est déjà à l'œuvre de manière très dure en Europe depuis 2007, et qui s'appelle la contrainte amont. C'est-à-dire que pour alimenter le système, eh bien, il faut en quantité croissante des flux en provenance des réservoirs d'énergie, enfin, ou des gisements d'énergie fossile. Problème non médiatisé, parce que pour avoir une vue un peu synthétique de ce problème, il faut aller questionner un par un les gens qui en ont un petit morceau et qui n'ont aucune envie ou aucun intérêt à mettre sur la place publique ce qu'ils savent. Il n'existe pas d'obligation de fournir un inventaire mondial des ressources en énergie fossile, alors que, je le redis, un chercheur, son intérêt, c'est de publier ce qu'il sait. Or, les deux problèmes, et c'est par là que je finirai cette intervention, sont en train de s'exprimer sur les mêmes échelles de temps. Donc en fait, on va devoir régler le problème aval du changement climatique en même temps que se renforce le problème amont, c'est-à-dire que la croissance, vous pouvez l'oublier dans les pays occidentaux de manière croissante. Pardon pour le jeu de mots. Donc la croissance, c'est déjà une affaire du passé en Europe, c'est déjà une affaire du passé au Japon, et ça sera dans pas très longtemps une affaire du passé aux États-Unis. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va devoir gérer le problème aval. Voilà, j'insiste un peu là-dessus, parce qu'encore une fois, le problème aval, très médiatisé, parce que la matière première est par essence publique, le problème amont, très peu médiatisé, parce que la matière première est par essence détenue par des opérateurs privés. Voilà à quoi sert aujourd'hui l'énergie. Ça sert à faire des esclaves des temps modernes. Donc vous avez ici un tout petit ridicule sous-échantillon, et dont... une fois qu'on les a dotés de leur nourriture particulière, qui, soit dit en passant, a l'énorme avantage de venir du sous-sol et non pas du sol. Donc nos esclaves des temps modernes mangent du sous-sol et ils ne mangent pas du sol. Donc ils laissent toute la surface disponible pour nous. Je vous rappelle que c'est le charbon qui a sauvé les forêts en Europe. Donc le sous-sol sauve le sol tant qu'il n'a pas d'inconvénient majeur. Eh bien, c'est ces machines des temps modernes qui fournissent aux terriens ordinaires, y compris les Indiens, les Pakistanais et les habitants du Zimbabwe en moyenne, l'équivalent de 200 esclaves par personne, et au smicard français, l'équivalent de 4 à 500. C'est l'énergie alimentant des esclaves mécaniques, très moraux ceux-là, on se fout de savoir s'ils ont le droit de grève, s'il faut les maintenir en vie, qui nous rendent les services, mais démultipliés de manière absolument faramineuse, grâce à l'énergie que nous rendaient dans les temps anciens les esclaves humains quand on en avait, et notre propre carcasse quand on n'en avait pas. Vous comprenez dès à présent que c'est pas très sympa l'idée de renoncer à cette belle fête perpétuelle, et que s'il faut renoncer à écouter des conférenciers illuminés tard le soir pour aller recommencer à stocker des patates dans une cave, eh bien il y a un certain nombre de gens qui vont se dire « moi j'ai moyen envie quoi quand même ». Voici la traduction de ce que je viens de vous raconter avec quelques petites courbes sympathiques. Ici vous avez une courbe, alors donc je vous le rappelle, c'est à cause de l'énergie qu'on peut transformer, donc on a de la production industrielle et derrière du PIB. Et en voici une courbe qui est la traduction directe de ce que je viens de dire et de mon facteur 200 à l'échelle mondiale. J'ai mis en abscisse sur cette courbe la quantité d'énergie consommée dans le monde, et j'ai mis en ordonnée sur cette courbe le produit industriel mondial en dollars constants depuis 1970. Eh bien, vous cassez pas la tête, regardez l'énergie, vous avez l'industrie. Une simplicité absolument biblique. Je vous fais grâce, parce que ce n'est pas le sujet ce soir, de ce que ça donne pour l'Europe, mais en gros, vous avez un point de rebroussement en 2007. Donc ça monte vers le haut à droite en 2007, puis à partir de 2007, ça recommence à descendre de l'autre côté. Même motif, même punition, donc ça c'est une petite taquinerie pour Gaël. Vous avez ici le meilleur modèle macroéconomique du monde, qui s'appelle une droite. Prenez l'énergie, vous avez le PIB. Pas besoin de faire des équations compliquées, machin, tout, ça marche très très bien. C'est à cause du reste de ce lien, énergie-PIB, que le meilleur signe avant-coureur de ce que sera le PIB, c'est l'approvisionnement énergétique.
Et donc c'est à cause de ça que je peux vous dire, sans aucun risque de me tromper, j'ai déjà fait 3 fois sans me tromper, que nous sommes à la veille d'une nouvelle crise économique significative, parce que l'approvisionnement économique dans les pays de l'OCDE est orienté à la baisse, et qui va continuer de baisser, et il va en fait baisser à vitesse accélérée avec les prix du pétrole qu'on constate actuellement, et donc on va de nouveau avoir quelque chose de très significatif dans le système économique. Après, ne me demandez pas si ça va être la dette chinoise, le crédit immobilier aux États-Unis ou la faillite d'EDF, j'en ai foutrement aucune idée. Par contre, la probabilité qu'il ne se passe rien de significatif dans les pays de l'OCDE dans les 2 ans qui viennent me paraît extrêmement faible, suffisamment faible pour que je sois prêt à parier une partie de mes propres économies avec une partie d'entre nous. Voilà un dernier lien, une dernière analyse statistique qui vient appuyer ce que je vous ai raconté. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas une preuve, c'est pas parce que c'est corrélé que c'est une preuve. C'est parce que j'ai mon rapport de 1 à 500 entre la puissance moyenne des hommes et la puissance moyenne du parc de machines en Occident que le PIB reflète l'approvisionnement énergétique. Et alors ici, c'est pas le PIB que je suis en train de regarder, c'est sa variation. Donc là, je suis en train de comparer les dérivés. Et ce que vous voyez, c'est que si je prends la variation de l'approvisionnement énergétique dans le monde, que vous avez ici en bleu, eh bien, je suis à peu près en train de regarder la variation du PIB dans le monde, c'est à peu près pareil. D'où un premier dilemme pour nos amis de l'AFD. Développer au sens de la croissance du PIB un pays, c'est nécessairement lui permettre, au sens où on l'entend aujourd'hui, d'avoir plus d'énergie. Nécessairement. Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. Je dis, c'est nécessaire, c'est indispensable, tel qu'on entend le PIB aujourd'hui. Après, toute la question est de savoir si augmenter le PIB d'un pays est la bonne manière de le développer, mais ça, c'est un autre débat. Cette énergie, c'est du carbone. Vous avez ici l'approvisionnement énergétique mondial depuis 1 siècle et demi, et c'est très simple, on a du carbone, puis du carbone, puis du carbone, c'est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz. Notez sur ce graphique que la consommation de charbon dans le monde n'a jamais baissé depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon, et non seulement elle n'a jamais baissé, mais sur les 15 dernières années, c'est celle qui de très loin a augmenté le plus, je vous le montrerai juste après. Vous verrez également que les énergies ne se sont rien cannibalisées, c'est-à-dire que vous n'avez pas le pétrole qui a remplacé le charbon et le gaz qui a remplacé le pétrole, etc. C'est pas vrai du tout. Les énergies se sont empilées les unes sur les autres. Et enfin, vous noterez que l'importance réelle de l'énergie dans le monde est inversement proportionnelle à sa pagination dans le journal français, puisque vous êtes assommé en ce moment de communiqués de presse sur le fait qu'il y a du solaire et de l'éolien partout, enfin, sauf que quand vous regardez ce pourquoi ça compte vraiment dans le monde, c'est juste des cacahuètes, quoi. Donc c'est absolument pas ça qui va changer quoi que ce soit à l'avenir énergétique du monde d'ici à ce que je meure. Ça va pas changer grand-chose. Voilà l'arbre qui cache la forêt. Je me suis amusé à regarder, enfin amusé si l'on veut, à regarder quelle était la différence de consommation énergétique dans le monde, énergie par énergie, entre 2000 et 2014. Bon, je le redis, le communiqué de presse vous explique que les investissements dans les ENR ont dépassé les investissements dans je sais pas quoi, qu'on en installe à tire-larigot, que machin, bref. Donc j'ai été regarder un truc tout bête, qui est de combien a augmenté la production de chaque énergie entre 2000 et 2014 dans le monde. Et vous voyez que le premier gagnant, arrive en tête du podium, le charbon. Le charbon. Donc si la presse reflétait ce qui se passe dans le monde, elle n'aurait pas dû vous parler tous les 4 matins de solaire, elle aurait dû vous parler tous les 4 matins de charbon. Le deuxième sur le podium, c'est le gaz. Le troisième, c'est le pétrole, exactement liquide. Et même si on se limite aux ENR, la presse aurait dû vous parler tous les 4 matins des barrages. Et absolument pas des éoliennes et des panneaux solaires. D'accord ? Donc à ce stade, désolé pour les journalistes, il y en a dans la salle, ne croyez pas ce qu'il y a dans le journal, ça n'est jamais opposable à quiconque. Jamais. Jamais. Ce qu'il y a dans le journal n'engage que le journal. Je le sais assez bien en ce qui concerne mes propres propos. Vous voyez également que si vous faites une petite règle de 3, vous vous rendez compte que l'incrément sur le solaire, c'est-à-dire 42 millions de tonnes équivalent pétrole, est un 35e de l'incrément sur le charbon. Un 35e. Donc, comme disait l'autre, en parler ou ne pas en parler, là n'est pas la question. Ce dont il faut parler, c'est de ça. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ceci allant avec cela, comme énergie égale CO2, eh bien, rebelote, dis-moi combien t'émets, je te dirai à quel niveau de PIB tu es. Voilà. Donc, en première approximation aujourd'hui, je dis bien en première approximation aujourd'hui, vous verrez qu'une règle de 3 à la fin, sans vouloir me faire un chantre de la décroissance, je suis quand même capable de vous dire une chose,
faire baisser les émissions de CO2 très vite, parce que vous allez voir qu'il faut les faire baisser très vite, avec un PIB qui croît, pardon, ça ne va pas être la même lettre à la fin, mais je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Le découplage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la seule bonne question pour nous, maintenant, c'est de savoir si on considère que la provision pour risque, dont il faut gréver le PIB, parce qu'on met du CO2 partout, et parce que, soit dit en passant, on est en train de ficher en l'air la biodiversité, etc., elle est d'une ampleur telle que là où on pense qu'on fait encore de la croissance, on est déjà en train de faire de la décroissance. Et on serait bien inspiré d'en faire une autre, plus soft. Voilà, c'est ça la question aujourd'hui. Hein. C'est pas est-ce qu'on peut avoir la croissance perpétuelle avec le problème qui est réglé. Alors je ne sais pas exactement, mais Gaël connaît peut-être la réponse. Il paraît que c'est à Galbraith qu'on attribue cette petite formule qui est si vous croisez quelqu'un qui vous promet la croissance perpétuelle, c'est un fou ou un économiste. Bon, mais j'arrive après. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui le gros dilemme. Et c'est pour ça que, alors là je le sais parce que c'est lui qui me l'a dit, l'ami Brice Lalonde, qui a fait à peu près tout ce qui se fait sur Terre depuis 1972 en termes de sommets environnementaux, m'a dit un jour, aux négociations climat c'est très simple, les pays occidentaux viennent en pensant qu'on va parler de climat, les pays en développement viennent en pensant qu'on va parler de développement, et c'est toujours le développement qui gagne. À cause de ça. No way pour diminuer nos émissions de CO2, vous n'y pensez même pas. D'accord ? Émettre du CO2 dans l'air engage irrémédiablement l'avenir, et quand je dis engage irrémédiablement l'avenir, il ne s'agit pas de la semaine prochaine, il s'agit de, allez, on va être sympa, de ce qui reste à vivre pour l'humanité. Je ne sais pas si l'humanité va dépasser de beaucoup 10 000 ans avec tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc ça engage vraiment ce qu'on est en train de faire pour encore très très longtemps. Vous avez ici un graphique issu du dernier rapport du GIEC qui vous donne une indication, qui est, aujourd'hui, je mets un shoot de CO2 dans l'atmosphère. Il s'agit bien de CO2 et il s'agit bien dans l'atmosphère. Donc je rajoute du CO2 dans l'atmosphère. Instantanément, ça me crée un surplus de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et le GIEC se pose la question, ou plus exactement les scientifiques qui ont travaillé sur la question se la posent, c'est, en avançant dans le temps, quelle est la fraction du CO2 que je viens de rajouter dans l'atmosphère qui va y rester au fil des années? Et alors, les scientifiques, parce qu'il se trouve que le CO2 est une molécule chimiquement extrêmement inerte, hein, c'est le résultat d'une oxydation, donc c'est un truc qui est bien inerte, il faut beaucoup d'énergie pour casser la molécule de CO2, du reste les plantes ne savent le faire qu'avec l'aide d'un photon solaire, ne savent pas le faire normalement, et ce CO2, donc tant qu'on ne l'enquiquine pas, ben, il reste dans l'atmosphère, où il se sent très bien, merci. Vous n'avez que deux processus d'épuration du CO2 de l'atmosphère, c'est soit il se dissout dans l'océan, c'est pas un processus chimique, c'est un processus physique, soit il est photodissocié à la surface d'une feuille de plante, et ça c'est un processus photochimique. Il n'y a pas de processus strictement chimique d'épuration du CO2 de l'atmosphère, parce que le CO2 est une molécule extrêmement stable. Donc une fois que vous l'avez mis dans l'air, ben, il s'y sent très bien, et si vous ne l'enlevez pas pour le mettre ailleurs, il y reste. Alors, il va quand même finir par être absorbé par la photosynthèse, si on met juste une fois du CO2 dans l'air et qu'on ne touche plus à rien, et il va aussi être absorbé par les océans. Mais tout ça est lent. Quand je serai mort, et vous aussi, il restera encore à peu près la moitié du CO2 émis aujourd'hui, ou de la concentration supplémentaire qu'on crée aujourd'hui, pour être plus précis, il en restera encore la moitié dans l'air d'ici quelques dizaines d'années, si j'arrête d'émettre demain matin. Au moment où vos enfants, même pour les plus jeunes d'entre vous, seront morts, il restera encore dans l'atmosphère une petite moitié du surplus de concentration en CO2 que nous avons créé aujourd'hui. On passe à l'échelle des temps historiques, quelques siècles, il restera encore dans l'atmosphère un tiers du surplus de concentration que nous avons créé aujourd'hui. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'existe pas de bouton reset pour le changement climatique. On va faire l'expérience une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Or, nous avons un système basé sur ce que nous comprenons de ce que nous disent nos sens, qui est un système globalement essai-erreur. Un enfant apprend que ça brûle en mettant une fois le doigt là où ça brûle, et on espère qu'il ne se brûle pas trop fort, et après il a compris. Il apprend que ça pince en mettant une fois ses doigts dans la porte, on espère pas trop fort, et après il a compris. Il apprend que rien glander à l'école, c'est pas terrible, parce qu'il se prend une fois un bulletin pas terrible, il se fait passer une danse, et après, il a compris. Tous ceux d'entre vous qui ont élevé des enfants,
ou qui ont le souvenir de cette époque, si vous n'en avez pas encore élevé, se souviendront que la parole de l'adulte, c'est cause toujours, tant qu'on n'a pas fait sa propre expérience et qu'on a compris. Hein. Là, pas de pot, on ne va pas pouvoir faire l'expérience. Dit autrement, si on fait l'expérience et que le résultat nous déplaît, on a déjà perdu. Hein. On ne peut pas faire essai-erreur. C'est exclu. À cause de cette constante de temps liée à la présence du CO2 dans l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attendre du processus de négociation en cours qu'il règle le problème du premier coup. Donc là, j'ai déjà répondu à... J'ai coché une des cases qu'attendent de la COP 21, qu'elle contribue à ce que, du premier coup, on règle le problème. Alors vous verrez après si on peut considérer que cette case-là a été cochée ou pas. Une fois qu'on a mis le CO2 dans l'air, comme je vous le disais tout à l'heure, comme il ne s'en va pas vite, ça fait un surplus, et ce surplus absorbe un peu plus fort le rayonnement infrarouge émis par la Terre, puisque je vous rappelle, par définition, un gaz à effet de serre est un gaz qui présente des raies d'absorption dans les infrarouges émis par la Terre. Pour ceux d'entre vous qui ont des vieux souvenirs de mécanique quantique, ça veut tout simplement dire que le saut d'énergie des électrons correspond à l'énergie transportée par le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre. C'est tout bêtement ça que ça veut dire. Hein. Donc c'est des trucs, je le redis, il n'y a rien là-dedans qui pourrait donner raison à M. Allègre. Du reste, être climato-sceptique est nuisible pour la santé, il l'a prouvé. Enfin voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste le goût pour la polémique des médias qui qu'il causait dans le micro. C'est des choses qui sont très bien connues et du reste fort utilisées par les astrophysiciens par exemple. Donc une fois que je mets le CO2 dans l'air, il absorbe les infrarouges terrestres ce faisant, ça confine un peu plus l'énergie radiative de la Terre près du sol, et donc ça va déformer le profil vertical de température de l'atmosphère, plus chaud en bas, plus froid en haut. Je rappelle qu'une des conséquences du changement climatique, c'est que, certes, ça se réchauffe près du sol, mais ça se refroidit dans la haute atmosphère, augmentant ainsi le gradient de température de la troposphère, ce qui va augmenter le moteur de tous les phénomènes convectifs et donc des phénomènes extrêmes. Hein. Donc il y a une raison physique de base à ce que l'intensité des phénomènes extrêmes augmente dans un climat qui se réchauffe par supplément d'effet de serre. C'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Vous avez ici un diagramme qui a été produit par le GIEC aussi et qui met en perspective l'élévation de température déjà constatée sur le XXe siècle et puis ce que ça pourrait être à l'avenir en fonction de combien on va rajouter de CO2 dans l'atmosphère. Hein, de CO2 et en fait d'autres gaz à effet de serre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à cause de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, pour que la température n'augmente plus trop à l'avenir, mais elle va augmenter quand même, il faut que dès demain matin, les émissions mondiales qui augmentent d'environ 2% par an se mettent à baisser de 3% par an. Crac, demain matin. D'accord ? Demain matin, nonobstant toute augmentation de la population, envie d'avoir des bagnoles, je sais pas quoi, crac, moins 3% par an. Vous avez un autre scénario possible qui est que les émissions restent au niveau auquel elles sont, etc. Et ce que vous voyez, c'est que en fonction de là où iront, ou là où iraient plus exactement les émissions, parce que vous verrez à la fin de cette présentation un excellent bouquin que je viens d'écrire dans lequel j'explique pourquoi je ne crois pas une seconde qu'on va aller vers 10 milliards de terriens qui vont émettre comme un Polonais. Les rétroactions du système sur l'humanité se chargeront de nous calmer bien avant qu'on arrive à ce niveau-là. Bien avant. Dit autrement, il commencera à y avoir la guerre partout, bien avant qu'on arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que quelques degrés de changement de température moyenne? Alors là aussi, désolé pour ceux qui ont déjà vu cette planche 50 fois, mais pour les autres, je pense que ça peut être utile. Vous avez ici une représentation schématique de ce qu'on appelle les écosystèmes climaxiques, c'est-à-dire ceux qui s'installent si l'homme n'est pas là pour les enlever, pour y installer à la place des champs, des églises, des routes ou des centrales électriques. Donc c'est les écosystèmes qui sont naturellement présents dans une zone, si on leur fiche la paix. Vous voyez qu'en Europe, aujourd'hui, les écosystèmes qui sont naturellement présents sont essentiellement des forêts. Donc c'est des grosses plantes pour la partie aérienne. Ça veut dire qu'il fait ni trop froid, ni trop chaud, et qu'il pleut. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Voilà l'Europe d'il y a 20 000 ans. Alors l'Europe d'il y a 20 000 ans est sensiblement différente de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Le trait de côte que vous voyez en noir, là, n'est pas du tout au même endroit. Et l'Europe d'il y a 20 000 ans, pourquoi il y a 20 000 ans? Parce que nous sommes à ce moment-là au cœur de la dernière ère glaciaire. Vous savez que pendant l'ère quaternaire, on oscille entre glaciaire et interglaciaire. Donc glaciaire, il fait froid, interglaciaire, il fait chaud. Et ça s'appelle interglaciaire et non pas chaud parce que, à l'échelle des temps géologiques, c'est beaucoup plus court que les ères glaciaires.
En gros, pendant le Quaternaire, vous avez 100 000 ans d'ère glaciaire, 20 000 ans d'ère interglaciaire, puis paf, on repart, 100 000 ans d'ère glaciaire, 20 000 ans d'ère interglaciaire. Et on doit cette petite fantaisie de notre système climatique au fait que nous ne sommes pas seuls à tourner autour du Soleil et que l'orbite terrestre est déformée par l'attraction des grosses planètes du système solaire, notamment Jupiter et Saturne, et que du coup, ça cause à l'orbite terrestre des petites perturbations qui vont elles-mêmes engendrer des grands effets, comme disait Benabar, sur le climat qu'il fait sur Terre. Et donc, 100 000 ans de glaciaire, 20 000 ans d'interglaciaire, et crac, on est reparti. Donc il y a 20 000 ans, on est au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors là aussi, le dictionnaire est bien fait. Si on est en ère glaciaire, c'est qu'il y a de la glace. Et effectivement, je suis désolé pour les étudiants dans cette salle, Erasmus avec la Suède, c'est pas possible. Et on ne peut pas aller former, comme Carbone 4 l'a fait récemment, des fonctionnaires du Maghreb en Suède. Je ne me demanderai pas pourquoi on est allé former des fonctionnaires du Maghreb en Suède. Mais enfin, on nous a quand même payé pour ça. Donc vous avez une calotte glaciaire de quelques kilomètres d'épaisseur, donc un énorme glacier posé sur la Scandinavie. Et du reste, il y a sa grande sœur sur le Canada, qui fait à peu près la même épaisseur. Le Groenland a grossi, et l'Antarctique aussi. Et ceci allant avec cela, comme quand les calottes se forment, il faut bien prendre l'eau quelque part, l'eau a été prise dans les océans, le fond de l'océan n'ayant pas bougé, le niveau de l'océan a baissé. Et donc, l'océan est plus bas de 120 mètres. Donc, on peut aller fiche la pâtée aux Irlandais, ce qu'on a enfin réussi à faire, ça n'était pas arrivé depuis 4 ans, à pied sec. Pas la peine de prendre Eurotunnel, pas la peine de se ruiner en prenant Eurostar, c'est pas la peine. Les Irlandais sont accessibles à pied, les Écossais ne sont plus une nuisance pour le tournoi à destination, ils sont aussi sous la glace. Et ceux d'entre vous qui aiment bien les îles Chausey, là j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il n'y a plus d'île Chausey, c'est devenu des collines. Donc l'océan a baissé de 100 et vous pouvez rentrer dans la grotte Coscar à pied, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Donc c'est une grotte qui est sur la Méditerranée, qui est aujourd'hui noyée. Il fait froid, donc il fait sec. Dans un climat froid, l'évaporation est beaucoup plus faible, la pression de vapeur saturante en eau est beaucoup plus basse, et donc le cycle de l'eau est beaucoup moins intense. Donc non seulement il fait froid, mais il fait sec. Du coup, la végétation en France ressemble peu ou prou à ce que vous avez au nord de la Sibérie actuelle. La capacité de charge de la France, à cette époque-là, est à peu près la population de Boulogne-Billancourt. Je n'ai rien contre les Boulonnais billancourrois, donc j'ai rien contre les habitants de Boulogne-Billancourt, mais c'est juste pour dire, voilà, la population française, c'est Boulogne-Billancourt, à l'époque, un peu moins même, c'est de l'ordre de 100 000 bonshommes. Eh bien, la différence de température moyenne entre ces deux paysages, c'est 5 degrés. Dit autrement, quand on est passé du paysage de gauche au paysage de droite, tout ce que la Terre a fait, c'est se réchauffer de 5 degrés en quelques milliers d'années. Donc vous avez là l'effet de long terme d'une élévation de température qui a été limitée à 0,1 degré par siècle sur 50 siècles. J'en tire deux conclusions. La première, c'est que si la température devait, à partir de maintenant, non pas se réchauffer, mais se refroidir de 5 degrés, je peux déjà vous dire que ça fait 3 milliards de morts, parce que ça rend toutes les moyennes latitudes incultivables. Donc je pense que je suis à peu près dans les eaux. 5 degrés en plus, je le redis, personne n'a jamais fait l'expérience, jamais. La dernière fois qu'on a eu 5 degrés en plus, on a eu 50 siècles pour s'adapter, et à l'époque, les unités humaines qui devaient s'y adapter, et qui s'y sont adaptées en tant qu'espèce, puisqu'on est là, parfaitement bien passé à travers le problème, hein, en tant qu'espèce, je le redis, mais exactement comme l'espèce humaine a très bien survécu aux pestes du Moyen-Âge. D'accord ? Un représentant sur deux de l'espèce n'a pas trouvé ça drôle, mais l'espèce a extrêmement bien survécu. Hein, donc j'ai aucune angoisse sur le fait qu'on va survivre au changement climatique en tant qu'espèce. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Nombre de représentants de l'espèce et l'espérance de vie des représentants de l'espèce, alors ça je pense que c'est une vraie question. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir, je suis désolé c'est du franglais parce que je suis feignant, j'ai pas eu le temps de changer là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence? Il va y avoir une pression sur les rendements agricoles, il va y avoir une pression sur les écosystèmes non dirigés, il va y avoir une modification de la biodiversité des agents pathogènes, parce que la biodiversité des agents pathogènes, c'est aussi quelque chose qui existe, et en général, quand le bouillon de culture chauffe, les petites bêtes aiment bien ça. Il va y avoir une augmentation des vagues de chaleur, il va y avoir une dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur, donc une montée du niveau de l'eau, plus une fonte des calottes glaciaires et une fonte des glaciers continentaux, donc à nouveau une hausse du niveau de l'eau. Une partie du CO2 étant repris par l'océan, certains d'entre vous qui ont lu Jules Verne se rappellent peut-être que le CO2 s'appelle acide carbonique, dans les romans de Jules Verne, parce que quand vous mettez du CO2 dans l'eau, ça l'acidifie. Or, le côté alcalin de l'eau est indispensable à ce qu'une bonne partie des organismes marins synthétisent du calcaire, qui est indispensable à faire des coquilles ou des squelettes. Et dès à présent, vous commencez à avoir en Arctique
des zones dont le pH est devenu trop petit pour qu'une petite fraction, pour le moment, des organismes arrivent à synthétiser le calcaire qui va bien, parce qu'il y a plusieurs formes de calcaire, pour que ces organismes puissent survivre. Donc là, on a une pression sur la vie marine, et là-dedans, il y a du plancton. On va avoir une modification de la circulation à grande échelle de l'océan. On va avoir, comme je disais tout à l'heure, une intensification des phénomènes extrêmes globalement. Le Groenland a commencé à fondre. Il va continuer à le faire jusqu'à la prochaine entrée en glaciation, si tant est qu'elle arrive, parce que ça va dépendre de l'ampleur du changement climatique que nous sommes en train de déclencher. Pour le moment, toutes les simulations basées sur les paramètres astronomiques de la Terre montrent que même si on fait les azous, il finira par y avoir de nouveau une entrée en glaciation, mais enfin dans 30 ou 40 000 ans. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui va permettre de compenser ce qui se passe en ce moment. Et il est même possible qu'on mette tellement le système hors d'équilibre qu'il n'y en ait pas. Hein, mais enfin, encore une fois, on sera pas vraiment là pour voir le résultat. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le Groenland a commencé à fondre, et il va continuer à le faire parce que plus ils font, plus les mécanismes d'amplification du réchauffement local sont importants. Hein. Il va continuer à le faire, et ça va nous amener n'importe quoi entre 1 et 6 mètres d'eau en plus dans les océans dans les siècles à venir. Vous avez un certain nombre de stocks de carbone qui étaient immobilisés depuis des millions d'années ou des dizaines de millions d'années qui sont susceptibles d'être remis en circulation, en particulier dans les hydrates de méthane. Et ça, c'est la bouteille à l'encre. En gros, c'est un énorme point d'interrogation. On ne sait pas si c'est un truc marginal ou si c'est susceptible d'être très désagréable. Et tout ça va avoir des effets directs et surtout indirects sur la stabilité des sociétés humaines et l'espérance de vie. Et les liens seront toujours indirects. Alors, j'ai pas le temps ce soir, mais dans toujours l'excellent livre que je vous conseille, il y a tout un chapitre dans lequel j'explique en quoi les printemps arabes ont un déterminant énergie-climat absolument majeur. C'est-à-dire que s'ils sont déclenchés en 2011 et pas à un autre moment, il faut y voir la trace du changement climatique et de la question énergétique dans le monde. Hein, les deux ont joué un rôle absolument central, et c'est aussi vrai pour la Syrie. Donc les conséquences du changement climatique, si je suis un peu caricatural, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher en 2100, elles sont aux portes de l'Europe aujourd'hui. Elles sont aux portes de l'Europe aujourd'hui. N'allez pas les chercher ailleurs, on en a déjà la trace. Le propre d'une expérience qu'on fait pour la première fois, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Alors je vais prendre, vous me pardonnerez un petit parallèle, un certain nombre d'entre vous dans cette salle se sont mariés, enfin, j'imagine. Le mariage est une expérience que l'humanité a dû faire, je crois, 3 milliards de fois, 2 milliards, 4 milliards, enfin bon, un certain nombre de fois. Eh bien, pour autant, vous prenez un couple qui se marie aujourd'hui, vous êtes infoutu de savoir où ils en seront dans 30 ans. Donc prenez une expérience sur laquelle on a un banc d'essai absolument considérable. Vous n'êtes déjà pas foutu de savoir, tellement le système est incertain, où ça nous emmènera. Il y a des trucs que vous pouvez dire. Vous êtes absolument certain que dans 30 ans, ils n'auront plus 20 ans. Absolument certain. Vous êtes absolument certain que s'ils n'ont pas eu d'enfants dans les 30 ou 40 ans qui viennent, sauf madame italienne qui s'est fait féconder in vitro, là, vraisemblablement, ils n'en auront pas. Enfin, il y a des trucs que vous pouvez dire en négatif. Truc que vous pouvez dire en positif, c'est compliqué, hein, savoir où ils habiteront, ce qu'ils feront, etc., s'ils seront toujours vivants. Bon. Donc là, vous prenez une expérience que nous n'avons jamais faite sur une humanité peuplée de 7 milliards d'individus, avec des asservissements et des rétroactions dans absolument tous les sens. Ça n'a strictement aucun sens de demander à la communauté scientifique de vous quantifier ex ante les risques que nous courons. Ce qui, soit dit en passant, me fait dire que Stern, Lord, a joué un rôle extrêmement utile quand il a dit « on risque de perdre 6% du PIB ». Il aurait aussi bien pu dire 98 ou 2, c'était pareil. Il n'y a aucun calcul rationnel qui puisse mettre derrière ce truc-là. Aucun. D'accord ? Et à mon avis, du reste, à 5 degrés, on est beaucoup plus près de 98 que de 6. Donc, n'essayez pas de faire un calcul rationnel derrière ce truc-là. C'est très utile pour que les gens se remuent. Ça n'a aucune valeur académique. Ça n'a aucune valeur académique parce que vous n'êtes pas capable de prédire l'évolution des sous-jacents physiques du PIB. Vous n'avez aucune capacité prédictive là-dessus. Donc ça sera compris entre 0 et 100. Voilà maintenant une deuxième droite qu'il est essentiel d'avoir en tête si on veut savoir apprécier les résultats de la COP21. Donc vous avez vu tout à l'heure une première droite essentielle, PIB égale énergie, PIB égale CO2, industrie égale énergie, enfin vous tracez une droite et vous avez une correspondance mondiale parfaite. Au niveau d'un pays, comme vous avez des effets de bord, ça ne matche pas toujours dans le même sens, mais au niveau mondial ça marche très bien. Deuxième droite absolument essentielle à avoir en tête, c'est celle-ci. Cette droite, elle met en perspective les émissions cumulées de l'humanité depuis 1850, que vous avez ici sur l'axe horizontal,
et le réchauffement planétaire que nous aurons entre 1850 et 2100. Alors, application pratique. À fin 2015, l'humanité avait émis environ 2000 milliards de tonnes de CO2, dont la décomposition vous apparaît ici. Donc vous voyez, en première avec le charbon, en deuxième, gros sujet pour l'AFD, la déforestation. Et au lieu de mettre l'argent du contribuable français dans des panneaux solaires, je pense qu'on ferait mieux de le mettre dans la lutte contre la déforestation. Je pense qu'on rendrait un bien meilleur service au climat si on faisait ce genre de choses. Pas comme ça que l'entendent les Verts. Vous voyez derrière qu'arrive le pétrole, puis le gaz. Donc j'ai 2000 milliards de tonnes. Je reporte l'intersection de ma droite verticale avec cette série de courbes là, mais qui dessine en gros une droite. Et ça me donne l'élévation de température pour laquelle on a déjà signé en 2100. Alors vous voyez aujourd'hui, plus ou moins une barre d'erreur, on a signé pour 1,2, mais si on est du côté pas de chance, on a déjà signé pour 1,5. Donc faut-il attendre de la COP qu'on passe encore du temps à discuter de la manière de ramener le réchauffement climatique à 1,5 degré? Non, c'est une perte de temps complète. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça n'arrivera pas. Aucun intérêt. Vous allez voir que si on veut limiter à 2 degrés, déjà, il faut penser l'économie comme une économie de guerre. C'est-à-dire que si on ne se met pas en économie de guerre, vous pouvez aussi oublier les 2 degrés. Pourquoi? Parce que si vous faites le processus de manière inverse, vous savez, une droite c'est une bijection, hein, vous vous rappelez, d'accord? Donc pour une valeur sur l'axe des ordonnées, vous n'avez qu'une seule valeur sur l'axe des abscisses. Ça fait partie des charmes de ce genre de courbe. Donc si vous voulez limiter à 2 degrés, eh bien, cette petite série de courbes vous dit que vous avez droit à 3000 milliards de tonnes de CO2 entre 1850 et 2100, dont 2000 ont déjà été émises. Et donc, malgré l'heure avancée de la journée, je ne sais pas si on a à boire après, vous êtes capable de faire la différence. 3000 moins 2000 égale 1000. Moi, j'y arrive. Donc, il nous reste 1000 milliards de tonnes à émettre. D'ores et déjà, vous comprenez qu'on a émis 2000 alors que l'humanité est passée de 0,5 à 7 milliards de bons hommes. Il faudrait émettre que 1000 alors qu'on devrait rester de 7 à 9. Je dis bien on devrait, c'est un scénario, hein, je sais pas ce qui va se passer. C'est pas du tout cuit. C'est pas du tout cuit, d'accord? Mais les 2 degrés, c'est ça qu'ils disent. Les 2 degrés, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, on a encore 1000 milliards de tonnes pour 7 à 9 milliards de Pékin. Avec quoi est-ce que je peux faire 1000 milliards de tonnes de CO2? Eh bien, par exemple, je peux les faire en brûlant en totalité le charbon contenu dans les réserves prouvées de la région Asie-Pacifique, plus un petit morceau de l'ex-Union soviétique, et puis c'est tout. Je ne touche plus au pétrole et je ne touche plus au gaz à partir de demain matin, et je ne touche plus au charbon, ni en Europe, ni en Amérique du Nord. Je ferme tout. Et donc demain matin, vous n'avez plus de bagnole, vous n'avez plus de camions, et vous n'avez plus de chauffage au gaz. Mais à cette condition, je peux toucher au charbon qui reste dans le sous-sol de la zone Asie-Pacifique, donc vous pourrez toujours acheter des smartphones made in Taiwan, dont vous ne pourrez pas vous servir, puisqu'on ne pourra plus produire d'électricité en Europe. Donc, vous avez une petite idée de ce dans quoi on est. Alors, je peux aussi, parce que si on fait la somme des barres rouges, là, ça c'est pour l'ami Olivier, on peut encore se servir de tout le pétrole dont on dispose sur Terre, mais demain matin, je ne touche plus au charbon et je ne touche plus au gaz. Donc, à nouveau, tous ceux d'entre vous qui sont chauffés au gaz, vous oubliez, et il n'y a plus 1 gramme d'électricité, enfin 1 kWh d'électricité qui sort d'une centrale à charbon à partir de demain matin. Or, je vous rappelle que dans le monde, le charbon est de très loin la première source de production électrique, ceci va avec cela, c'est pour ça qu'il a tant augmenté. 40% de l'électricité mondiale est faite au charbon, et symétriquement, les 2/3 du charbon servent à produire de l'électricité. Vous avez en ce moment, au moment où je vous parle, là, dans le monde, 1800 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. Pour mémoire, le nucléaire qui nous excite tant en France, c'est 60, enfin 63. Donc 60 gigawatts de nucléaire en France, 1800 gigawatts de charbon dans le monde. Pour respecter les 2 degrés, ce que je vais vous dire dans pas longtemps, c'est qu'il faut toutes les mettre à la ferraille dans les 35 ans qui viennent. Absolument toutes. Je pense que si l'AFD a un mandat et un seul, en fait, il a 2 branches, déforestation, centrale à charbon. Le reste, on peut oublier. Déforestation, centrale à charbon, le reste, on oublie. Une fois, je vais reprendre des termes un peu barbares.
Quand je dis qu'on a encore droit d'émettre 1000 milliards de tonnes de CO2 d'ici à 2100, ça veut dire que l'intégrale de ma courbe d'émissions futures est limitée à 1000 milliards de tonnes de CO2. D'accord? Donc j'ai une fonction, qui sont les émissions futures, dont le cumul, c'est ça l'intégrale, dont le cumul est limité. Eh bien à ce moment, ma fonction, si elle n'a pas une tête trop bizarroïde, je suis capable de la tracer. Et c'est très exactement ce que dit ce graphique. À partir du moment où la surface sous la courbe ici, là vous êtes à 0, hein, elle est limitée à 1000 milliards de tonnes équivalent CO2, eh bien ça veut dire que je n'ai droit qu'à la courbe du bas, toutes les autres sont trop hauts. Et la courbe du bas me dit que d'ici à 2050, je dois avoir divisé par 3 les émissions planétaires. D'ici à 2050. Après, tous les gens que j'entends tout le temps dans les jolis quartiers de Paris dire « mais il faut que les Africains aient de l'énergie », j'ai une très bonne nouvelle pour eux, à ce moment je suis d'accord, les Africains ont de l'énergie, du coup vous en avez encore moins. Aucun problème. Parce que c'est le gâteau global qui est vu par l'atmosphère. L'atmosphère se contrefout des émissions par personne, tout ce qu'elle voit, elle, c'est les émissions globales. Donc si on veut que les émissions globales des autres augmentent, bah nous on émet moins. Alors en général, les gens à qui je dis ça, tout d'un coup ils se disent que c'est pas sûr, que voilà, et en fait vous vous rendez compte que tous ces gens-là, et ça aussi on le sait très bien dans ce pays, utilisent les Africains comme cache-sexe, contrefoutent des Africains, tout ce qui compte c'est qu'ils préservent leur niveau de vie à eux. Sinon, il y a très longtemps que 20% du PIB français irait dans l'aide au développement. Et sauf erreur de ma part, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc j'ai vu surgir, depuis que je m'intéresse au changement climatique, les Africains, l'aide à l'Afrique, comme par magie, depuis que les gens ont la trouille pour leur propre niveau de vie. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. En général, c'est le cache-sexe, parce que les gens n'ont juste pas envie de descendre de leur bagnole. Donc si on est sérieux sur cette affaire, on divise par 3. Je le rappelle, les constantes de temps font qu'on va gérer 2 problèmes en même temps. Donc on va devoir gérer la baisse des émissions de CO2. En fait, on va gérer leur baisse même si on ne veut pas, parce que comme les combustibles fossiles sont en quantité donnée une fois pour toutes, il y a un autre petit théorème de maths qui dit que vous ne pouvez pas avoir une consommation perpétuellement croissante de combustibles fossiles. Ça ne matche pas avec le fait que le sous-sol en contient une quantité donnée une fois pour toutes. En fait, les maths disent que vous êtes obligé de passer par un maximum et de descendre derrière. Donc les émissions de CO2, même si on ne veut pas, viendra un jour où elles passeront par un maximum et elles décroîtront derrière. À cause de l'inertie chimique, c'est pas à ce moment-là que le CO2 baisse dans l'atmosphère. À cause de l'inertie thermique, c'est pas à ce moment-là que la température atmosphérique se met à baisser. Et à cause de l'inertie des océans, c'est pas à ce moment-là que l'océan arrête de se dilater. Donc je le répète, les conséquences de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui vont se mettre à croître pendant des décennies, des siècles et des millénaires après qu'on ait passé le maximum des émissions. Donc plus on attend, et plus on se retrouve dans un problème qui est je gère une quantité croissante d'emmerdement avec une quantité décroissante de moyens pour y faire face. C'est ça, l'inaction, c'est ça. Si on veut agir, alors je vous propose une règle de 3 qui est bien connue des spécialistes du secteur, qui s'appelle l'équation de Kaya. Monsieur Kaya existe vraiment, c'est pas un acronyme de Yaka. Et l'équation de Kaya, elle dit la chose suivante. Elle commence par dire que les émissions planétaires de gaz à effet de serre sont égales à elles-mêmes, ce sur quoi, je crois, on devrait être d'accord. Après quoi, je vais diviser et multiplier le terme de droite par la quantité d'énergie utilisée dans le monde. Et donc là, je fais apparaître un premier terme, CO2 sur TEP, qui est combien je mets de CO2 dans l'atmosphère quand j'utilise une unité d'énergie. D'accord ? Donc j'utilise 1 kWh d'énergie, charbon, pétrole, gaz, kilowattheure, c'est 3 600 000 joules, hein, donc c'est n'importe quelle énergie, je peux compter en kilowattheure, hein, c'est pas juste de l'électricité. Hein. J'utilise 1 kWh d'énergie, combien est-ce que je mets de CO2 dans l'atmosphère? Pardon. Ensuite, je vais diviser et multiplier par le PIB. Alors pourquoi je ne fais pas ça avec les oursins, les étoiles de mer ou le nombre de chaussettes dans la gare d'Europe de Gaël? Parce que je pourrais le faire, ça resterait mathématiquement exact, mais j'en tirerais aucune conclusion. Alors que là, quand je mets énergie en haut et euro en bas, ou dollar en bas, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, compté avec 2 unités de compte différentes le même processus physique, qui s'appelle de la transformation, qui permet de passer du minerai de fer à la fourchette, et de la fourchette à la brasserie qui est en face de la gare de Lyon. Parce que même les services ont besoin de cette transformation. Et enfin, je termine en divisant et en multipliant par la population, et donc je fais apparaître cette équation infernale, très désagréable, monstrueusement casse-tête, qui est que les émissions augmentent à mesure de la population, donc on a un sujet démographique, du PIB par personne, donc on a un sujet économique, de la quantité d'énergie qu'on utilise pour provoquer une transformation,
ça s'appelle l'efficacité énergétique de l'économie. Et enfin, des énergies que nous choisissons ou que la nature choisit pour nous, et c'est le contenu en gaz carbonique de l'énergie. Et je dis, ça, je dois le diviser par 3 d'ici 2050. C'est ça mon cahier des charges de départ, vous êtes d'accord? Bon. Et je rajoute « et le sera » parce que même si on ne veut pas, à cause de la contrainte géologique ultime sur les combustibles fossiles, qu'il vaut mieux ne pas attendre pour le climat, mais qui est déjà à l'œuvre pour l'Europe, sur le pétrole et sur le gaz, et sur le charbon, sur les trois, hein, eh bien, il y a des zones en quantité croissante où de toute façon, on ne leur demandera pas leur avis, c'est ce qui va se passer avec, à la clé, des déconfitures économiques en cascade et qui, quand c'est des démocraties face aux promesses inconsidérées, amèneront la venue au pouvoir de populistes, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Quand on regarde la population, rares sont les gens qui proposent de la diviser par 3, quelques personnes, mais elles ont une audience faible. En général, les scénarios prévoient, alors moi j'adore les scénarios qui prévoient, en matière démographique, vous prévoyez rien du tout. S'il y a une météorite qui tombe sur, une comète tombe sur la Terre dans 20 ans, comme les dinosaures l'ont expérimenté il y a 65 millions d'années, ben ça tombe, je veux dire. Vous ne savez pas, et je ne sais pas, si la prochaine grande épidémie type peste dans le monde, ça sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 2 siècles ou dans 3 millénaires, j'en ai foutrement aucune idée, et vous non plus. Donc, pour le moment, on travaille avec des scénarios, et le scénario vous dit, et c'est là-dessus qu'on va continuer pour la suite, parce que sinon on ne peut pas continuer, vous dit plus 25%. Alors là, la règle de 3 est impitoyable. Si à gauche, je dois diviser par 3, et à droite, je commence par multiplier par 1,25, ça veut dire qu'en première approximation, je dois diviser le reste par 4, fois 3,75. Je le fais à 4. Deuxième solution serait de diviser le PIB par personne par 4. Là aussi, rares sont les candidats aux voix qui proposent ça. Vous marrez pas trop, je pense que ça va être une des manières dont le problème va se régler involontairement. Et ça a déjà commencé en Europe. Mais quand vous allez demander au comité d'orientation des retraites, ils vous disent non, non, il faut 2% par an. Mon scénario raisonnable, c'est 2% par an jusqu'en 2050. Et là, vous ne marrez pas non plus, il y a vraiment ça dans le document du comité d'orientation des retraites. Donc je pense qu'on devrait supprimer la solde de ces fonctionnaires. Pas possible de raconter des conneries pareilles. Donc on dit plus 2% par an jusqu'en 2050. Aucun problème. Alors, Excel fera pour vous 1,02 à la puissance 35. Sinon, faites-lui faire l'exercice et vous verrez que ça fait à peu près x2 en 20 ans, en 36 ans, pardon, 35. Et si on est à 4% par an, alors je le laisse encore parce que la première fois que j'ai montré ce truc-là, il y a 10 ans, il y a des gens qui y croyaient encore. Maintenant, quand même, les gens se disent si on a 2% par an, c'est bien. Ça vous ferait x4, mais partons sur x2. Donc, x1,25 la population, x2 le PIB par personne. Vous êtes à x2,5. Donc ça veut dire que nous autres, braves ingénieurs, en charge du mix énergétique et en charge de l'efficacité énergétique, on est priés, parce que le consommateur n'a aucune envie de déconsommer et que le reproducteur n'a aucune envie de déreproducter, eh bien on est priés de trouver une solution qui divise par 7,5 les deux termes qui restent. Voilà. Si on ne fait pas, Madame Royale nous explique qu'on est des abrutis, et qu'on sort dans le monde nous explique que c'est vraiment pas bien. D'accord ? Bon. Regardons ce qu'ont fait les ingénieurs dans le passé. Voici une courbe qui vous donne l'évolution de l'efficacité énergétique de l'économie sur les 50 dernières années. C'est un index. Hein. Eh bien, vous voyez que c'était constant jusqu'au choc pétrolier, puis ça baisse, et puis sur les 15 dernières années, c'est de nouveau constant. Donc, l'économie n'a pas progressé d'un iota sur les 15 dernières années, malgré l'explosion des technologies de l'information, donc pardon Jean-Manuel, on nous rebat les oreilles toute la journée en nous expliquant que c'est ça qui dématérialise l'économie. Bullshit. Bullshit. L'économie est aussi matérielle aujourd'hui qu'elle l'était il y a 15 ans. Aussi matérielle aujourd'hui qu'il y a 15 ans. D'accord ? Ne regardez jamais une partie d'un système quand vous voulez apprécier la performance de l'ensemble. Ça, c'est une connerie de base. Pourtant, c'est fait absolument partout. Bon, alors on se dit, imaginons que les ingénieurs ils soient pas meilleurs plus tard qu'ils ne l'ont été. Ils ont gagné 30% en 30 ans, ils vont regagner 30% en 30 ans, mais 30% ça fait toujours pas une division par 7. Et donc ça veut dire que sur le dernier terme, je dois gagner un facteur 6 dans les 35 ans qui viennent, alors que j'ai gagné 10% sur les 50 dernières années, et que depuis l'explosion des renouvelables qui a commencé en 2000, ça a cessé de s'améliorer. Tout simplement parce qu'on ne parle pas du charbon bis repetita. Voilà, donc si on est vraiment sérieux sur les 2 degrés, je ne vois pas une seule seconde comment on peut éviter le débat sur ces 2 termes-là. Pas une seconde. Pas une seconde.
Est-ce que la COP 21 a parlé de ces deux termes-là? Évidemment pas. Évidemment pas. Est-ce que les leviers pour parler de ces deux termes-là sont à la COP 21? Évidemment pas. Ce n'est pas les Nations Unies qui ont la charge de décider si la France doit ou pas maintenir les allocations familiales qui sont progressives en fonction du nombre d'enfants. Pas son job, n'attendez pas qu'elle le fasse, elle ne le fera pas. D'accord ? Ça n'est pas non plus les Nations Unies qui vont décider de savoir si on provoque délibérément une contraction du PIB ou pas. Les outils pour décider ou pour gérer quand on subit ce genre de trucs ne sont pas à la main des Nations Unies. Petite illustration de ce que je viens de vous dire, le très respectable GIEC s'est amusé à regarder dans les 4 termes de l'équation de Caillas qui avaient contribué à la hausse des émissions par décennie, et vous voyez que c'est des grands taquins. Hein. Ils expliquent que quand on s'enrichit et qu'on est plus nombreux, eh bien ça ne va pas vraiment dans le bon sens, ils sont vraiment très taquins ces gens-là. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il faut faire si on veut vraiment faire baisser les émissions. Alors voici un camembert anonymisé où vous allez voir apparaître comme par magie, grâce à l'informatique, les différentes composantes des émissions planétaires. Le gros camembert, la grosse part de camembert à 21%, c'est, bravo, les centrales à charbon. Les centrales à charbon représentent 20%, 1/5 des émissions planétaires. Après, nous allons avoir les centrales électriques au gaz et au fioul. Il existe toujours des centrales à fioul, presque autant qu'en 1973, en proportion beaucoup moins, en quantité, en valeur absolue, presque autant, et des centrales à gaz, 7% des émissions. 5% des émissions mondiales sont le fait de la fabrication du ciment. 5%, pas mal. Sachant que le reste de l'industrie fait 10%. Et dans le reste de l'industrie, vous avez encore la fabrication de l'acier qui fait quelque chose de pas très éloigné. Entre 3 et 5%, parce que c'est difficile de dériver des statistiques mondiales sur la production d'acier, ce qui vient très exactement du recyclage et ce qui vient de la production primaire. Mais en gros, vous avez aussi. Sachant que construire aujourd'hui, et là à nouveau un sujet pour l'AFD, mais aussi pour la France, c'est le ciment sert à construire, 25% de l'acier en Europe sert à construire, je ne sais pas quelle est la part dans les pays émergents, à mon avis c'est supérieur, vous voyez que le fait de construire, vous êtes quelque part entre 5 et 10% des émissions planétaires. Est-ce qu'on peut toujours construire autant de cubes en béton, si on veut être sérieux, sur les 2 degrés? Je ne suis pas complètement persuadé. Le chauffage des bâtiments en émissions directes, c'est-à-dire les chaudières qu'il y a vraiment dans les bâtiments, c'est 6% des émissions planétaires, mais ça ne tient pas compte de la climatisation où les émissions sont ici et là. Hein, les émissions directes de la production d'électricité sont là, et donc il faudrait remettre dans le confort thermique la part qui va dans la clim. Dans certains états chauds, et avancé, entre guillemets, je sais pas, Hong Kong par exemple, Singapour, eh bien la climatisation représente plus de la moitié de l'électricité qui est consommée, si vous n'avez pas beaucoup d'industrie, par le pays. Après, vous avez 14% qui vient des transports. Alors dans les transports, vous avez 4 morceaux. Vous avez les voitures. Retenez qu'en ordre de grandeur, les voitures dans le monde, c'est pas plus d'émissions que les cimenteries dans le monde. D'accord? Bon, on n'est pas en train de parler juste du problème des bagnoles quand on parle des émissions. Hein. Les camions, c'est un peu moins que les voitures, mais c'est significativement moins dans les pays de l'OCDE, parfois significativement plus dans les pays hors OCDE. Et la marine marchande et l'aviation font entre 2 et 3. Là c'est pareil, c'est difficile de trouver des statistiques extrêmement fiables. Mais en gros, voilà à peu près ce que ça représente. L'agriculture représente en émissions directes 20% et en émissions amont, puisque j'impute l'essentiel de la déforestation au fait de défricher des surfaces pour l'agriculture, un petit 10%. Retenez que manger, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et en Occident, il y a un élément qui a une responsabilité première là-dedans, c'est la consommation de viande de bœuf. Plus exactement, l'existence d'un cheptel bovin. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense qu'il y aurait bien autre chose à faire avec les éleveurs français que de libéraliser la production et de les inciter à faire des fermes de 1000 vaches. Je pense que l'Europe, ou la Commission, est en train de se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au plexus en décidant de ce genre de mesures. Après, vous avez des tas de bricoles, la gestion des déchets, les gaz fluorés pour ce qu'il en reste, etc. Je prends les émissions actuelles et je les divise par 3. J'ai 2 options. Je peux dire, je prends chaque morceau du camembert et je le divise par 3. Donc je fais 3 fois moins de centrales à charbon, 3 fois moins de voitures, 3 fois moins de cimenterie, 3 fois moins d'acier, vous voyez tout de suite, 3 fois moins d'acier. C'est compliqué d'avoir le pouvoir d'achat préservé et de continuer à pouvoir acheter des sets de table chez Ikea au même prix. Ça va pas vraiment arriver. Hein, 3 fois moins de textiles, 3 fois moins, etc. 3 fois moins de tout, quoi.
Bon, donc ça revient à dire que votre pouvoir d'achat, je le divise par 3 en première approximation. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est en train de chemin, mais c'est pas vraiment la promesse électorale en règle générale. Et puis j'ai une deuxième option qui est d'être plus discriminée. Donc je dis là-dedans, il y a des parts de camembert que j'ai quand même envie de garder plus que d'autres. Alors moi, il y en a une que j'ai envie de faire sauter avant toutes les autres, c'est les centrales à charbon. Et de là, deux options. Ou bien les gens acceptent le nucléaire, qui est de très loin la solution la plus économique en capital, donc j'en parle quand même un peu, pour remplacer le charbon. Ou bien ils disent non, non, je veux des éoliennes et des moyens de stockage, ça leur coûtera 10 à 20 fois plus cher en capital. Très bien, qu'ils y aillent. Mais il faut qu'ils sachent qu'en capital, ça va leur coûter 10 à 20 fois plus cher. Dézinguer le charbon est une des premières priorités. Donc la COP21 n'aurait pas parlé des 2 degrés, elle aurait juste dit on est tous d'accord pour dézinguer le charbon dans la production électrique dans les 30 ans qui viennent. Là, on aurait eu un truc un peu sérieux à se mettre sous la main. C'est pas ce qui a été décidé. Et ça, c'était un truc sérieux. Dans l'alimentation, vous pouvez aussi dire on va manger beaucoup moins de viande de bœuf. Et ça, c'est un élément... Enfin, un cheptel bovin, on va le diminuer. Alors, pour ceux d'entre vous qui pensent que je veux du mal aux éleveurs, pas du tout. Je suis favorable à un système de quotas et de prix garantis. Donc, dit autrement, moi, je suis favorable à ce qu'on divise le cheptel par 2 ou 3 et qu'on ait un système de prix minimum payé aux éleveurs qui soit 2 à 3 fois ce qu'on leur paye aujourd'hui. Parce que l'éleveur fait un boulot plus dur que moi, et qu'à ça, on rajoute le paiement, pas la subvention, le paiement pour son boulot de services écosystémiques, comme remettre des haies, etc., mettre des perchoirs à mésanges, très utile pour bouffer les insectes, etc. Donc je pense qu'on doit totalement revoir le système d'organisation des filières agricoles dans les pays de l'OCDE. Vous avez compris que c'est l'œuvre d'une vie. Il faut évidemment lutter contre la déforestation, il y a plein de moyens de le faire, il faut s'en occuper de manière très sérieuse et urgente. Ça, par exemple, ça va être plus difficile d'en supprimer le nombre, enfin d'en supprimer rapidement beaucoup. Par contre, c'est assez facile, avec des réglementations appropriées, de diminuer leur consommation unitaire rapidement. Il suffit de remettre en place une fiscalité qui était très efficace, qui s'appelle la vignette, qui était une taxe à la détention du véhicule, croissant très rapidement en fonction de sa consommation, et d'avoir des programmes industriels un peu dirigistes pour refaire des 2 chevaux des temps modernes qui consommeront 1,5 litre ou 2 litres au 100. Et simultanément, vous augmentez le prix des carburants pour que le budget de transport reste constant. Voilà. Donc il y a des moyens de régler sans casse sociale certains sujets, avec déjà un peu plus de remous d'autres. On doit lutter contre nos habitudes culturelles dans cette affaire, parce qu'on est des omnivores, donc on aime bien bouffer de la viande de temps en temps. Enfin voilà, mais... Il faut bien comprendre, et là je le redis, alors Alain l'a peut-être dit de manière plus soft, pour ceux d'entre vous qui l'ont écouté, mais je le redis, on ne réglera pas ce problème sans se mettre en économie de guerre. Pas au sens où il faut faire la guerre, au sens où il faut bander tous nos muscles et conjuguer tous nos efforts en disant c'est vraiment un de nos premiers problèmes, et donc le reste, ça passe après. Les États-Unis, en 3 ans, ont reconfiguré un tiers de leur PIB pendant le dernier conflit mondial, donc on y arrive. Si on pense que l'ennemi, il est vraiment sous notre nez, on y arrive. Et ça, c'est pas fait sans effort. Et c'est sûrement pas avec du greenwashing qu'on va y arriver. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on trouve dans l'accord de Paris? On trouve un objectif, mais, comme je vais le montrer dans pas longtemps, pas les moyens d'y parvenir. C'est normal, c'est pas le mandat des Nations Unies. J'ai presque fini. On trouve tout ce qui était dans l'accord de Copenhague. C'est marrant. C'est Denis Loyer qui m'a fait remarquer ça, dont la mémoire est sûrement un doux souvenir aux personnes de l'AFD, type remarquable, qui m'a fait remarquer avec un air goguenard, le dernier jour de Paris, il était en train de se siroter un café dans un gobelet consigné, et je passe à côté de lui, il me dit « Tiens, t'as vu ce truc-là là ?» Et il me sort l'accord de Copenhague, et effectivement, tout y est. Les 2 degrés y sont, les 100 milliards y sont, la clause de dommage y est, tout y est. Qu'est-ce qui s'est passé entre Paris et Copenhague? C'est qu'à Copenhague, vous avez eu un hold-up du G20 sur les Nations Unies. C'est ça qui s'est passé dans la nuit du jeudi au vendredi de la 2e semaine. C'est-à-dire que 25 présidents se sont réunis et on dit, on décide 12 trucs. Donc ils font ce que font des présidents. Dans un COMEX de l'AFD, je pense que c'est pareil. On prend une feuille si on n'a pas d'idée, on prend une feuille de papier blanc et on décide 12 trucs. Voilà. Donc ils ont mis 12 trucs sur une feuille de papier. Et les premiers à aller commenter les 12 trucs devant une caméra de télévision, et j'y étais. J'étais à côté de la jeune femme de l'AFP, pardon. Tiens, une lettre, tout est changé. Qui a fait la première dépêche. La première personne à commenter ça était une jeune femme que je ne nommerai pas du VVF, qui a dit « Regarde-moi ça, il n'y a que 2 pages, c'est un échec. » Et le mot est parti. Donc, ce qui s'est passé à Copenhague, c'est qu'il y a eu un coup de gueule des ONG contre le processus, pas contre le résultat, contre le processus qui était un hold-up du G20 sur les Nations Unies.
En attendant, s'il n'y avait pas eu Copenhague, il n'y aurait pas eu Paris. Parce que c'est dans Copenhague qu'on trouvait tout ce qu'il y avait dans Paris. Acclamation debout, bravo, bravo, on est sauvés. Ouais, enfin bon, si à un moment il n'y avait pas eu les puissants qui avaient dit on va décider ça et pas autre chose, je pense qu'on y serait toujours. Donc je le redis, on trouve dans Paris la formalisation onusienne avec ce qui s'appelle le legally binding de Copenhague. Maintenant, quand on regarde les chiffres, on trouve surtout la promesse d'une hausse des émissions. Donc quand vous regardez les fameuses INDC, j'adore les acronymes onusiens, on passe un quart d'heure à expliquer. Donc en gros, ce que les États s'engagent à faire, eh bien aujourd'hui, les États s'engagent à augmenter les émissions. Voilà, c'est la seule certitude de Paris. Bon, sachant qu'il faut les baisser de 3% à partir de demain, il y a des tas de gens qui ont dit « Ouais, on a évité les 5 degrés, on n'est plus qu'à 2,7 ». D'accord, enfin bon. Quand un de vos gamins vous dit à partir de demain, la seule chose que je te garantis, c'est de moins travailler à l'école, je ne sais pas si vous allez dire « Ouais, ça me garantit qu'il va limiter la baisse à 8 sur 20 ». Pas sûr, vous allez avoir ça comme raisonnement. Hein. Donc là, la seule garantie de Paris, c'est que pour le moment, les États s'engagent à augmenter leurs émissions. Je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est la seule garantie. Autre chose, je me suis amusé à faire un petit fact-checking sur ce qui s'est passé après Kyoto. Donc j'ai regardé pour des pays qui avaient ratifié Kyoto et des pays qui ne l'avaient pas ratifié, si ça changeait quelque chose sur l'évolution du contenu en CO2 du PIB. Alors voilà une zone qui a ratifié Kyoto, l'Europe. Et vous voyez, on passe de 900 à 300 grammes de CO2 par dollar constant de PIB sur la période, donc division par 3. Et après, je prends un pays qui n'a pas ratifié et on passe de 900 à 300. Bon. Question, est-ce que ça a servi à quelque chose de ratifier Kyoto? Réponse, non. Est-ce que pour autant ça sert à rien d'avoir des grands-messes onusiennes? Réponse, tout autant non. Ça sert à une chose, c'est à déclencher l'enthousiasme. Mais c'est la seule chose à laquelle ça sert. C'est la seule. C'est la seule. Parce qu'après, toutes les manettes sont dans les mains des États. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les émissions baissent, et donc que la consommation d'énergie fossile baisse? Eh bien, il faut taxer, donc monter explicitement le prix, qui est un instrument très libéral, soit dit en passant. Qui a la main sur la fiscalité? Les États. Il n'existe aucune entité supranationale, sauf l'Europe, qui est un abandon consenti de souveraineté, qui puisse instaurer des taxes. Et en ce qui concerne l'Europe, il faut l'unanimité. Donc ça reste un abandon, on va dire, pas très violent de souveraineté. Ensuite, vous pouvez réglementer. Je décide qu'il est interdit de vendre une voiture qui consomme plus de 1,5 litre au 100 à partir de maintenant en France. Ce n'est pas les Nations Unies qui décident de ça, c'est la France. Alors là, il y a un vrai abandon de souveraineté en Europe, parce qu'en Europe, ce n'est pas la France qui décide, c'est l'Europe. C'est la Commission qui décide de ce genre de choses. Hein. Aux États-Unis, Obama a essayé de passer par la voie réglementaire sur les émissions par kilowattheure électrique des centrales. Donc je taxe, je réglemente, éventuellement, quand les caisses de l'État sont encore raisonnablement pleines, ou que je pense qu'elles vont le redevenir, et en ce moment c'est surtout la deuxième option, je subventionne. Rien de tout ça n'est à la main des Nations Unies. Rien, rien. Les Nations Unies n'ont pas la main sur le comité de Bâle, les Nations Unies n'ont pas la main sur la consommation par véhicule vendu en Europe, et les Nations Unies n'ont pas la main sur l'initiative qui peut être prise par les fabricants de vis et boulons pour diminuer de 10% les émissions de fabrication des vis et boulons en se mettant d'accord sur un cahier des charges commun sur la manière dont ils vont acheter l'acier. Les Nations Unies n'ont la main sur rien de tout ça. Donc je le redis, ce que peuvent faire les Nations Unies, c'est créer de l'enthousiasme, ce que je ne suis pas en train de faire en ce moment, mais ce n'était pas ça mon mandat, je peux le faire en d'autres circonstances. Donc c'est créer de l'enthousiasme, mais les Nations Unies n'ont pas la main sur les leviers concrets qui permettent l'action. Et c'est bien pour ça que ce que je vous ai montré juste avant correspond à une réalité. Ratification de Kyoto ou pas ratification de Kyoto, c'est pas ça qui compte, c'est ce qui va se passer derrière. C'est ce qui va se passer derrière. Voilà, je vais quand même finir par un petit clin d'œil pour la maison qui nous émerge. Un des endroits où en ce moment il est en train de se passer des choses qu'il faut encourager et auxquelles il faut donner beaucoup plus de dynamisme que simplement des paroles, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde financier. Donc en ce moment il est en train de se passer un truc rigolo, c'est que l'actionnaire est en train de se dire, tiens, peut-être que je pourrais dire à la boîte dans laquelle j'investis qu'il y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime pas. C'est sûr qu'il vaut mieux qu'il le fasse plutôt qu'il ne le fasse pas. C'est pas ça seul qui va sauver le monde, mais c'est sûr qu'il vaut mieux. Voilà, un petit coup d'autopromo, et j'ai fini, un peu long comme d'habitude. Merci beaucoup, Jacques. Alors,
On a dépassé un tout petit peu le temps qu'on s'était donné initialement, mais je crois que ça vaut la peine pour ceux qui peuvent rester, on reste ici encore quelques minutes. Profitez-en pour poser des questions que vous vouliez poser depuis longtemps à Jean-Marc et que vous n'avez pas pu poser jusqu'à présent. Il y a des micros qui vont se balader. Voilà. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation, toujours très brillante. J'avais deux petites questions. Un exercice intellectuel, si on imagine une société future humaine idéale, vertueuse, qui prendrait toutes les mesures nécessaires, est-ce que vous avez une idée de à quoi ressemblerait cette société? Quelle serait la journée type du Pékin moyen avec l'énergie disponible pour cette personne? Et puis deuxième petite question, est-ce que vous pensez que des énergies comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, ce genre de trucs, peuvent exister dans un monde sans pétrole, puisque le pétrole permet les transports, l'industrie. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien entre... Est-ce que le pétrole ne permet pas à ces énergies renouvelables d'exister? Voilà. Alors la réponse à la deuxième question est bien sûr que oui. Maintenant, tout est une affaire de quantité. Si vous faites un peu de biocarburant, vous pouvez transporter quelques pales d'éoliennes quand même. J'ai jamais fait les calculs précis qui permettent de savoir combien. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est qu'aujourd'hui, la baisse du prix des renouvelables est entre autres un pseudopode de l'abondance des énergies fossiles. Dit autrement, le jour où l'abondance des énergies fossiles n'est plus là, est-ce que vous avez toujours le panneau au prix auquel il est aujourd'hui? Mon intime conviction est que non, puisque quand les énergies fossiles ne sont plus là, la productivité du travail, au sens où la mesure les économistes, en prend un énorme coup dans le nez, et donc le prix de tout et de n'importe quoi remonte. Hein. Donc l'idée qu'on peut prolonger à l'infini les baisses de coûts dans un monde qui se prive de la base industrielle qui permet de produire ces baisses de coûts, c'est évidemment une illusion. La première question, j'ai déjà oublié. Si on imagine une société humaine hypothétiquement vertueuse. Ça, c'est un exercice de romancier, dit autrement, et heureusement, parce que si tout était écrit à l'avance dans ce genre de monde, ça serait terriblement triste. Hein. Donc vous savez ce que vous n'avez plus, vous ne savez pas ce que vous avez, et heureusement. Alors, c'est très difficile du coup de motiver, parce qu'on est quand même beaucoup plus motivé en général par des solutions que par des problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles les politiques sont autistes sur ce genre de sujet, parce qu'un politique en démocratie, il achète une solution, il n'achète pas un problème. Donc, vous pouvez toujours leur expliquer qu'il faut qu'ils comprennent ça, perdez votre temps. Mais est-ce qu'on peut imaginer? Non. Est-ce qu'on a quelques idées des choses qu'il faut aujourd'hui pousser pour éviter ce genre de problème, et du coup le genre de truc un peu concret qu'on est déjà capable d'illustrer? Ça oui. Mais je vous fatiguerai et je vous endormirai avant d'avoir fini. Donc on peut imaginer plein de trucs. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une chose qu'on peut peut-être prévoir malheureusement, c'est les conflits. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, mais ça va être exponentiel. Alors je ne vous l'ai pas refait ce soir, mais il y a une vidéo d'une conférence que j'ai donnée à Physique et Chimie Industrielle il y a maintenant 2 ou 3 mois, que j'ai intitulé, qui était juste avant la COP, que j'ai intitulé de Daesh à la COP 21. Donc c'était entre, comme vous pouvez vous en douter, les attentats au Bataclan et la COP 21. Et vous verrez le cheminement intellectuel que je suis dans cette conférence pour expliquer que ce qui s'est passé en Syrie a un déclencheur énergie-climat majeur. Et du reste, ce qui s'est passé au moment des printemps arabes a aussi eu un déclencheur énergie-climat majeur. Boko Haram a un déclencheur climat significatif. La tuerie entre les Hutus et les Tutsis, si on en croit Jared Diamond, a aussi un déterminant, alors là, en l'occurrence d'insuffisance agricole, mais quelque part, voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a eu des sécheresses dans la zone avant. Ils étaient peut-être juste trop nombreux. Mais en gros, vous avez déjà des zones dans lesquelles il y a des conflits qui sont nés de cette affaire-là, et il y en a d'autres en préparation. Alors, je peux vous donner un endroit où, à mon avis, ça va finir par barder un jour, c'est le Mexique. Aujourd'hui, le Mexique est exportateur net de carburant, enfin de pétrole, a une population en croissance et dans une zone de stress climatique. Alors, je ne sais pas où ils en sont de leur autosuffisance en céréales, mais enfin, avec une population en croissance et du stress climatique, à un moment, ils n'y seront plus. Et quand ils vont passer d'exportateurs à importateurs de pétrole, ce qui arrivera n'importe quand, dans 5 à 15 ans, eh bien, à ce moment-là, ils vont se retrouver dans la même tenaille que les Syriens se sont retrouvés en 2007. Et je pense que c'est un endroit où il va falloir faire un peu gaffe à ses fesses. Donc il y a un certain nombre de zones où vous pouvez déjà dire que la tenaille est en train de se refermer, et c'est absolument évident qu'un monde qui va vers les plus 5 degrés, il ne faut pas s'imaginer ça comme l'a dit je ne sais plus trop quel intello du monde politique français, c'est un pull en moins, ou un maillot de bain en plus, je crois que c'est Devedjian pour ne pas le nommer, enfin il nous en a fait d'autres. Il faut s'attendre à un monde violent, guerrier, et dont nous aurons honte pour les gens
qui s'y trouveront. Enfin, je veux dire, c'est juste ça le sujet. Hein. Bonjour. Donc il y a eu plusieurs scénarios de prospective énergétique sur la table depuis 5-6 ans. Donc deux questions. Est-ce que le négawatt était un scénario complètement utopique? Et deuxième question, même avec les coûts de démantèlement, est-ce que le nucléaire reste bien moins cher que les prix actuels des renouvelables? Je vais encore pas répondre aux questions dans le bon ordre. Sur la deuxième question, le coût constaté du démantèlement complet d'installations nucléaires dans le monde, parce qu'il y a un certain nombre d'installations de centrales qui ont été démantelées jusqu'au retour au gazon, comme on dit, est de l'ordre de 15% du coût de construction. Alors là-dessus, vous pouvez rajouter plus en coût de précaution, parce que en fait, l'opération technique stricto sensu, c'est que vous arrivez avec une scie à diamant et vous coupez tout. Et tout ce qui coûte cher dans l'affaire, c'est toutes les précautions que vous prenez parce que vous pensez devoir les prendre dans la succession des opérations. Et vous pouvez penser que vous devez les prendre parce que vraiment vous risquez votre peau, ou juste parce que la pression sociale, c'est qu'on vous demande de faire comme ça alors que vous risquez rien du tout. Et vous avez les deux qui sont agrégés dans le coût du démantèlement. Donc le coût technique du démantèlement est assez faible. Le coût technique du démantèlement d'une raffinerie, c'est pareil, c'est 10 à 15%. Dans une raffinerie, vous avez des fiefés saloperies quand vous démantelez. Vous avez des tas d'hydrocarbures polyaromatiques, cancérigènes à gogo. Enfin, donc voilà, il ne faut pas croire que c'est juste les installations nucléaires qui, quand on les démantèle, posent problème. Donc dans une raffinerie, c'est 10 à 15%. J'ai posé la question, pas trop de total, parce que j'étais curieux. Et une installation nucléaire, c'est à peu près pareil. On a une dizaine de centrales en cours de démantèlement en France, toute la filière graphite-gaz. Qui est en cours de démantèlement, donc il n'y a pas juste Brennilis, il y en a plein d'autres. Et il y a des installations de recherche qui ont été démantelées jusqu'à la fin. On est toujours un peu dans des ordres de grandeur qu'on connaît à peu près. Donc même si vous multipliez ça par 2, ça ne change pas fondamentalement les ordres de grandeur. Le coût en capital dominant des énergies renouvelables intermittentes et non pilotables, parce que c'est bien de celle-là dont il s'agit. Dit autrement, si vous avez que de l'hydraulique, vous n'avez aucun problème. La Norvège n'a que de l'hydraulique, ils ont une électricité parfaitement compétitive. Donc si vous êtes toujours dans le pilotable, dans le renouvelable, c'est une très bonne chose. Bon, ça doit quand même des kilomètres carrés. Le plus grand lac de barrage au monde, il fait la taille d'un département français, c'est pas complètement anodin. Pour le barrage des Trois Gorges, on a évacué 1 million de personnes, c'est pas complètement anodin. Donc il y a quand même des conséquences environnementales, mais vous pouvez avoir des quantités significatives d'électricité pilotable avec l'hydroélectricité, et à ce moment, les coûts sont du même ordre que ce que vous avez pour les autres modes centralisés. Les problèmes arrivent avec l'électricité non pilotable, puisque l'électricité en tant que telle ne se stocke pas. L'électricité, c'est un électron en mouvement, et un électron en mouvement, à part dans les supraconducteurs, ça ne se stocke pas. Donc vous êtes obligé de le transformer en d'autres choses. De l'eau remontée en altitude, une modification de composition chimique dans une batterie, etc. Et le coût qui devient dominant, si vous n'avez plus que des sources non pilotables dans un système, ce n'est pas le coût de production, c'est tout le reste. C'est le fait de récupérer, de stocker, de renforcer le réseau, parce que toute l'électricité arrive sur des plages de temps restreintes, donc vous avez besoin de tuyaux beaucoup plus gros pour récupérer la même chose sur l'année. Le fait que vous allez avoir des pertes de stockage. Dans la méthanation, par exemple, qui est si chère à négawatt, les pertes sont de 80%, 70%, pas complètement anodin. Donc ça veut dire que pour la partie que vous stockez, vous devez multiplier par 4 à 5 le parc de production, par rapport à une consommation directe. Enfin, donc vous avez et ça commence à vous faire des investissements absolument colossaux. Et j'ai fait un calcul d'ordre de grandeur qui montre que si, au lieu d'avoir un système tel que celui qu'on a en France, vous avez un système qui devient entièrement basé, pour la même quantité d'électricité produite, donc c'est par kilowattheure produit ce que je vais vous dire, qui est basé entièrement sur des modes intermittents, non pilotables et du stockage derrière, il faut multiplier par 10 à 40 l'investissement initial. Comme nous allons rentrer en décroissance, je ne pense pas qu'on va le faire. Ou plus exactement, si on le fait, vous aurez à l'arrivée 10 à 40 fois moins d'électricité. Donc on peut le souhaiter. Moi, ça ne me dérange pas, à partir du moment où on comprend que c'est bien ça la contrepartie. Et ce que je reproche à tous les gens qui mettent en avant un scénario aujourd'hui, c'est qu'en règle générale, que ce soit Négawatt ou l'AIE, ils mettent toujours sous le tapis le truc qui ne les arrange pas. Parce que comme la scénarisation n'est pas une discipline académique aujourd'hui, elle n'a pas de règles normatives partagées. Donc vous racontez ce qui vous amuse sur le truc qui vous amuse, et le reste, vous le foutez sous le tapis. Donc l'AIE se raconte des histoires, et nous raconte des histoires sur la disponibilité en pétrole, par exemple. Mais symétriquement, Négawatt se raconte des histoires, et nous raconte des histoires sur la facilité qu'il y a à implémenter économiquement ce qu'il propose. Il y a plein de contreparties qui sont... Voilà. Donc c'est toujours difficile de comparer les scénarios entre eux. Alors physiquement, le scénario de Négawatt est possible. Ça ne pose pas de problème.
Par contre, que ce soit au niveau actuel de consommation d'énergie, sûrement pas, et même à la moitié, je ne suis pas complètement sûr. Donc d'avoir un mix 100% ENR, c'est possible. À une époque, la France l'avait. Il y a 2 siècles, le scénario de la France était 100% ENR. Hein. Donc ça non mais je veux dire, et puis on est là, donc c'est possible, physiquement. Bon. Maintenant, quelles sont les contreparties sur la manière dont on vit? Ça, c'est un domaine dans lequel je pense que Negawatt est un peu court, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique dans les asservissements que vous allez trouver dans ce genre de système. Justement, il y a des histoires de baisse de coûts qui se prolongent, alors que vous les aurez plus dans un monde dans lequel vous n'avez plus les énergies fossiles. Vous allez avoir tous les coûts qui vont être multipliés par 10, etc. etc. Donc ça, c'est pas pris en compte dans leur scénario. Voilà, donc si on se rappelle que c'est un scénario, c'est-à-dire une base de discussion, pour qu'on mette les chiffres sur la table et qu'on discute de bonne foi, c'est très utile de faire ce genre d'exercice. Mais si vous vous baladez partout en disant « c'est ça l'avenir, faites donc comme je dis », ça c'est une escroquerie. Parce qu'il manque une partie de ce qui permet de comprendre ce qu'on achète. Bonjour, Camila Maya Castro, par ici. J'ai une question. Alors, tout ce que vous avez expliqué, effectivement, ça fait imaginer, ça explique très très bien tout ce qui pourrait se passer. Par contre, quand on parle du PIB, c'est quelque chose supposé. Effectivement, PIB égale énergie, comme vous l'avez expliqué. Mais quand on regarde le PIB, on sait que c'est un paramètre qui est utilisé pour tout, d'une façon trop simplifiée. Je ne suis pas économiste, je suis plein d'autres choses. Mais un économiste va très bien savoir aussi tous les manquements d'utiliser ça comme seul paramètre pour tout mesurer. Moi, je crois que c'est là-dedans, pour aller au-delà, version 2 de cette conférence, de commencer à avoir des modèles futurs au-delà de cette modèle de PIB. Oui. Parce que je crois que c'est vraiment de changer le modèle qui va pouvoir permettre de s'imaginer un futur, pas seulement un romancier, mais effectivement de travailler sur résoudre ces choses, ces types de problèmes qu'on n'a jamais eu avant. Alors vous avez vu que dans la présentation, j'ai commencé par la production industrielle avant de parler du PIB. Donc ce que j'ai dit, c'est que ce qu'on appelle le confort matériel, c'est-à-dire la quantité de tables de chaises, de fourchettes, de mètres carrés et de voitures, tout ça c'est de l'industrie, répond directement à la quantité d'énergie disponible. Donc oublions le PIB pour le moment. Ce que voient les gens aujourd'hui dans leur vraie vie, c'est que plus il y a d'énergie, plus ils ont de mètres carrés par personne, plus c'est facile d'acheter une voiture, plus c'est facile d'aller en voiture chez Ikea acheter, ou chez d'autres, hein, j'ai pas d'action chez eux, un set de table qui va coûter pas cher, plus c'est facile d'acheter du mouvement, puisque les objets à se déplacer viennent de l'industrie, les avions, les voitures, les camions, etc. Donc en fait, c'est de plus en plus facile d'augmenter sa consommation matérielle. Et en fait, quand on parle du PIB, c'est ça que les gens comprennent. Hein. C'est aussi de plus en plus facile de dégager... Alors, le gros intérêt du PIB, enfin exactement, le gros attrait du PIB pour le dirigeant, c'est que le PIB, c'est la base fiscale. L'essentiel des prélèvements obligatoires, aujourd'hui, sont des prélèvements sur le PIB ou des fractions du PIB. Quand vous regardez les prélèvements en France, toutes les charges sur les salaires, c'est une fraction du PIB. L'impôt sur les sociétés, c'est une fraction du PIB. La TVA, c'est une fraction du PIB. Donc un monde dans lequel le PIB décroît est un casse-tête pour le candidat aux voix, parce qu'il doit vous promettre que la puissance publique va avoir moins de moyens. C'est ça qu'il doit vous promettre. Donc il n'aime pas ça, donc il n'a pas envie d'entendre parler de la décroissance du PIB, fermez le banc. C'est à peu près aussi simple que ça. Donc le consommateur n'a pas envie d'entendre parler de la baisse de sa consommation, et l'élu, il n'a pas envie d'entendre parler de la baisse de sa base fiscale. Donc c'est pour ça que tout le monde est amoureux de la hausse du PIB, même si ça mesure imparfaitement tout ce qu'on veut, etc. C'est ça, la raison de fond pour laquelle on a envie que ça monte, c'est pas parce que les gens ont bien compris ce que c'était et qu'ils ont un amour académique pour le PIB, c'est juste parce que la compréhension qu'ils en ont, c'est que plus de PIB égale plus de consommation, accessoirement plus d'emplois et accessoirement moins de problèmes budgétaires. Voilà, c'est ça qu'ils ont compris. Alors, moi je pense que malheureusement... C'est ça ce qu'il faut changer. Oui, sauf que nous, on est en ce moment, là, des CSP+, confortablement assis au chaud. Cet après-midi, on avait les ateliers du Shift dans un centre d'hébergement d'urgence. Pas complètement persuadé que la femme qui est en hébergement d'urgence avec son gamin, là où on était cet après-midi, si on lui dit « tu vas encore baisser ta consommation », elle soit d'accord. Donc, oui, il faut changer, je suis d'accord. Du reste, c'est plus facile pour vous et moi. Mais il faut bien comprendre que les implications, je le redis,
suppose une modification de notre rapport au monde qui est très importante, et en particulier, ça suppose qu'on ait bien compris qu'en ce moment, on est en train de jouer à un jeu où l'addition finale, vraisemblablement, ne vaudra pas la peine d'avoir joué à ce jeu-là. Mais on ne le comprend pas. Rentrez chez vous ce soir et allumez le 20h de TF1, vous ne comprendrez pas vous verrez pas la trace de ce que je viens de vous raconter. Achetez un journal demain matin, vous ne verrez pas la trace de ce que je viens de raconter. Écoutez les conversations des gens dans le métro quand vous rentrerez chez vous, vous ne verrez pas la trace de ce que je viens de raconter. Donc aujourd'hui, le problème, il est vu comme étant très distant, très extérieur, non encore présent, etc. Et donc les gens se disent, moi je veux un job et je veux pouvoir aller chez Ikea, qu'est-ce qu'on m'emmerde avec ce genre de truc. Et la pédagogie du problème, et ça c'est le drame des démocraties, est extrêmement difficile à faire. Alors Oui. on va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je voulais juste simplement, juste au fond, simplement faire écho. Vous avez parlé d'un coût pour le démantèlement, etc., des centrales, qui est une de vos solutions. Est-ce que vous avez un scénario sur l'émission de gaz à effet de serre que ça entraînerait? Le démantèlement, c'est de l'ordre de 1 gramme par kilowattheure. En gros, le nucléaire, c'est 10 grammes par kilowattheure avec la concentration actuelle d'uranium dans le minerai. Et le premier déterminant de l'émission par kilowattheure, c'est la teneur en concentration dans le minerai. Parce que pour aller chercher le minerai, il faut du diesel. Donc c'est à ce moment que vous émettez du CO2. Vous n'allez pas le chercher avec de l'électricité nucléaire, celui-là. Après, vous avez une phase d'enrichissement que, elle, vous pouvez faire à l'électricité nucléaire, donc ça n'émet pas beaucoup. Et il faut construire la centrale. Donc ça, il faut couler du béton, de l'acier. Mais les émissions de construction pour un engin qui va cracher des quantités faramineuses de kilowattheures sur sa vie, rapportées à l'arrivée, c'est quelques grammes. Donc c'est du même ordre de grandeur, soit dit en passant, que pour les barrages. Les barrages, vous allez aussi être dans cet ordre de grandeur, 10 grammes par kilowattheure, sauf si vous allez le mettre à petit seau, que vous noyez la biomasse, à ce moment vous êtes à 300. Mais sinon, sinon vous êtes aussi dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà, vraiment la toute dernière question. Bonsoir. Pour en revenir au sujet des guerres, est-ce que le sujet des réfugiés climatiques a été évoqué pendant la COP21 et comment a-t-il été traité? Quand vous regardez la question des réfugiés climatiques dans la presse, vous les voyez en général liés à la montée des eaux. C'est le grand sujet sur les réfugiés climatiques. Personne aujourd'hui ne songe à qualifier les réfugiés syriens de réfugiés climatiques. À part peut-être moi, pour une partie. C'est clair que s'il n'y avait pas eu Assad et pas eu etc., et qu'on n'avait pas créé il y a un siècle des pays en mettant dans le même endroit les sunnites, les chiites et tout le reste, on n'aurait peut-être pas le même problème. Mais cela étant, ça, vous avez déjà la trace du pétrole. C'est-à-dire que tous les pays du Moyen-Orient sont des créations des puissances coloniales où on s'est partagé le pétrole. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait des frontières toutes droites avec le pétrole à toi d'un côté, le pétrole à moi de l'autre. Et puis s'il y a des chiites et des sunnites au-dessus du pétrole, on s'en fout, c'est vraiment pas le problème. Donc une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous avez des problèmes, ça vient du pétrole, mais il y a un siècle. Et puis une deuxième raison pour laquelle vous avez des problèmes, c'est que vous avez la conjonction d'un stress économique venant de défauts de pétrole dans le monde et d'un stress climatique venant des sécheresses dans le bassin méditerranéen qui s'est mis à l'œuvre à peu près de manière coordonnée, et ça vous a fait exploser le couvercle de la marmite. Personne, je le redis, ne songe à qualifier les réfugiés syriens de réfugiés climatiques. Pourtant ils en sont, quelque part. Donc les réfugiés climatiques, tout le monde s'imagine que c'est les habitants du Bangladesh qui vont nous envahir, ça ne va jamais arriver, ça. Ou alors quelques très riches. Les autres, ils iront envahir l'Inde, le Pakistan, voilà. Vous allez en avoir des mouvements de population de manière croissante au gré des stress alimentaires et des stress économiques. Ils vont être là, les réfugiés climatiques. Ils ne vont pas tellement être dans les gens qui déménagent année après année parce que le niveau de la mer monte. Pas comme ça que ça va se passer. Il y a un problème de nomenclature, du coup. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Comment vous arrivez à les compter? En général, vous ne faites pas dans les déclarations douanières, au poste de douane, êtes-vous un réfugié climatique? Cochez la case, oui, non. Donc, vous avez un problème pour les compter. Mais par contre, pour les qualifier, que je vous dis, c'est quand vous regardez un peu ce genre de truc, la fourchette est large. Le fait de ne pas les voir comme tels, soit dit en passant, contribue à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à penser que le problème est encore dans très longtemps. Malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc,
prochaine séance, dont j'ai pas la date en tête, le 12 avril, nous aurons notamment Olivier Reich, qui est assis ici, avec Frédéric Boll, qui viendront nous exposer leur point de vue sur le pétrole, et en particulier pourquoi le prix du baril est si bas aujourd'hui. Voilà, merci, à bientôt.